10-01-2026, nous sommes dans la 4e année et c'est le 321e jour depuis le début de l'invasion totale. Soyez les bienvenus, je vous salue. Dans le rapport quotidien d'aujourd'hui, on observe de nombreuses tactiques et informations sur les drones. Nous voyons des gains de terrain du côté russe et nous voyons aussi comment se porte probablement l'un des petits dirigeants au sein du régime russe. Et bien d'autres choses aussi. Mais venons-en d'abord aux frappes de drones. L'état-major ukrainien signale des frappes nocturnes de drones sur plusieurs cibles en Russie, notamment à Volgograd. Le dépôt de pétrole Tchoutovskaya a été touché, et dans les territoires occupés d'Ukraine, un dépôt de drones à Zaporijia et plusieurs postes de commandement à Donetsk ont été attaqués. Opérationnellement, cette combinaison est importante car elle agit sur deux plans. D'abord, la pression sur le carburant et la logistique à l'arrière de la Russie. En effet, un dépôt de pétrole n'est pas une cible de prestige, mais une cible d'approvisionnement. Chaque frappe réussie oblige la Russie à effectuer des détours, à renforcer la sécurité, à entreprendre des réparations et à détourner des ressources du front. Ensuite, la destruction des structures de commandement et de drones dans les zones occupées, comme pour le dépôt de drones évoqué. Frapper un tel dépôt de drones réduit la pression des drones de reconnaissance et kamikazes sur une zone donnée. Des frappes sur les postes de commandement ciblent les adversaires où se coordonnent artillerie et drones. On cherche ici à s'attaquer de nouveau fortement aux capacités opérationnelles de la Russie. Plusieurs indices indiquent une nette dégradation de l'état de santé du dirigeant tchétchène Kadyrov. Selon des rapports provenant de l'entourage du Kremlin, Kadyrov a dû être soigné à Moscou fin décembre à la suite d'une urgence médicale. Et il n'a pu être stabilisé qu'avec énormément de difficultés. Cela signifie qu'il a failli mourir. Dans ce contexte, la nomination de son fils de 20 ans au poste de vice-premier ministre par intérim revêt une grande importance politique. Elle ne représente pas une simple décision de personnel, mais plutôt une nouvelle étape vers la sécurisation dynastique du pouvoir au sein du clan Kadyrov. Des fonctions gouvernementales centrales, la politique sportive et le contrôle d'institutions symboliques sont à nouveau confiés à une personne sans véritable expérience en gestion, qui n'est certainement pas plus compétent que d'autres, mais qui fait néanmoins partie de la famille. De plus, Kadyrov a demandé à plusieurs reprises à Poutine ces dernières semaines de pouvoir se retirer de ses fonctions et de quitter son poste. La question de la succession est stratégiquement pertinente, car le pouvoir de Kadyrov repose moins sur ses compétences que sur sa loyauté personnelle envers Poutine, une répression massive et un réseau familial très soudé. La disparition ou la mort de Kadyrov créerait un vide de pouvoir difficile à contrôler pour Moscou à court terme. Et en même temps, il faut penser qu'il a obtenu énormément de choses de Moscou, notamment grâce à son armée tchétchène, des véhicules, des armes, des munitions et même des chars. Mais ces équipements n'ont presque pas été utilisés dans cette guerre et restent toujours en Tchétchénie. Cela signifie qu'il possède, ou léguerait en quelque sorte, un grand arsenal d'armes, à une personne dont on ignore encore la fidélité à Poutine. Le placement précoce de ses fils, parfois encore mineurs, révèle une nervosité dans le cercle du pouvoir. C'est tout ce qu'on peut dire. Au nord de Pokrovsk, à l'épingle bleue, fantassins ukrainiens et russes se sont affrontés. C'est l'un des rares enregistrements de la ville où des soldats combattent d'autres soldats à très courte distance. Comme ces dernières semaines, nous n'avons vu presque que des frappes de drones et très peu de tirs causés par des fantassins, c'est effectivement quelque chose de nouveau. Cela signifie que la dernière résistance des forces ukrainiennes au nord de la ville subsiste. Mais il s'agit principalement de soldats isolés, qui ne sont pas prévus ou aptes à mener une contre-attaque ou une reconquête. On peut également constater que les Ukrainiens ne reprendront pas la ville, mais cherchent seulement à ralentir l'avancée russe. À Juliapol, les Russes se sont installés au nord de la ville. Voici un extrait vidéo de la 108e ukrainienne, brigade de défense territoriale attaquant des soldats russes marqués par l'épingle bleue à l'aide de drones. Ils ont l'air très détendus et se promènent plus ou moins simplement, ce qui laisse supposer qu'ils pensent que l'endroit est relativement sûr. Cela nous montre en tout cas que les Russes contrôlent la zone, sinon ils ne s'y promèneraient pas comme ça. Cependant, ils ne contrôlent pas l'espace aérien à basse altitude, sinon ils n'auraient pas été attaqués par un drone. Mais même la zone un peu plus en arrière est désormais sous contrôle russe. Les Russes ont installé plusieurs drapeaux à l'épingle verte à Selen, d'où la zone était considérée sous leur contrôle.
Ce changement date d'hier, mais le reste de la localité seulement d'aujourd'hui. Les drapeaux ont été installés par le 394e régiment de fusiliers motorisés et la 57e. Brigade a récemment été déplacée ici. Vous vous souvenez de la 57e ? La brigade ? À l'époque, ils sont restés près d'1 an durant la bataille de Bakhmout. J'en ai beaucoup parlé dans mes analyses. Je ne pense pas qu'il y ait encore des soldats qui ont combattu lors de la bataille de Bakhmout il y a maintenant 3 ans. Regardez un peu cette tactique de drone. Un drone attend dans la forêt devant une position russe, jusqu'à ce que leurs soldats sortent. À un moment, ils sortent, et le drone n'a qu'à monter de quelques mètres pour lancer une attaque top attaque immédiatement. Au début de l'invasion, on s'allongeait au sol, caché sous la végétation, espérant qu'il ne s'agissait que d'un drone de reconnaissance. Souvent, il s'agissait seulement de drones de reconnaissance. On espérait aussi qu'ils ne vous repèrent pas personnellement. De nos jours, le drone guette devant les positions, caché dans des endroits difficilement visibles le long des routes. La batterie dure plus longtemps, la connexion est plus stable et les pilotes ont plus d'options. Et parfois, comme ici, c'est vous qui allez vers le drone, pas l'inverse. Restons sur la guerre des drones et son évolution. Nous avons vraiment très souvent vu et discuté du fait qu'il ne faut plus naviguer avec un hors-bord à proximité des drones. Où peut-on fuir ? On est obligé de rester sur l'eau. Et franchement, peu importe à quel point le hors-bord est rapide, le drone sera toujours plus rapide. On peut à peine esquiver. Et si on tombe à l'eau, on risque de se noyer à cause de l'équipement lourd. Sinon, il ne reste qu'à aller à terre. Ils ont tenté de se cacher dans les roseaux, puis ont été attaqués un à un par le drone. Comment se fait-il qu'ils n'aient pas pu se cacher ? Jetons maintenant un coup d'œil au centre de contrôle des drones. Ici, on voit l'un des survivants en train de se cacher. Il voit le drone aussi bien que le drone peut le voir. Mais il ne sera pas sûr si le drone l'observe vraiment ou si la caméra est dirigée vers une autre cible. Dans la même zone d'opération, il y a aussi un drone équipé d'une caméra thermique. Il effectue la reconnaissance et indique ensuite aux autres où ils doivent aller pour attaquer les cibles. Et cela n'était pas possible il y a encore quelques années. Nous assistons donc au début d'une guerre de drones bien coordonnée qui nous accompagnera probablement encore pendant plusieurs années. Jusqu'à ce que, très probablement, l'intelligence artificielle en essaim remplace de nombreux pilotes de drones. Imaginez qu'il ne faille plus qu'un seul soldat qui se contente de faire de la reconnaissance ou d'autoriser les cibles trouvées pour une attaque. Cela semble très futuriste, mais c'est déjà en partie testé en Ukraine, même par des fabricants allemands. Restons encore un instant sur les drones et les caméras thermiques. Ici, on voit aussi clairement que les traces de pas dans la neige montrent où les soldats se déplacent. On peut être bien caché, mais cela ne sert à rien si ces traces de pas sont repérables. Merci à tous les abonnés, membres de la chaîne et à l'équipe des algues. Merci au lieutenant-colonel Renek, Robert Siller, Dietrich Freddy et Meyerhofer. Abonnez-vous, likez, commentez et à la prochaine mise à jour.